Hare Krishna. L'Institut Bhaktivedanta a été développé par les rencontres entre Srila Prabhupada et certains de ses disciples scientifiques. Alors, le plus connu dans les disciples scientifiques s'appelle le docteur T.D. Singh, qui plus tard a été initié sous le nom de Swarup Damodar Das, et ensuite qui a pris sannyas et qui a reçu le nom de Bhakti Swarup Damodar Maharaj. C'est un dévot qui vient de Manipur et qui, par la miséricorde de Krishna, on peut dire, il a étudié à Manipur, à Imphal, disons, après à Guwahati, après à Calcutta, puis après, il est venu faire sa thèse en chimie organique à l'université d'Irvine, à côté de Los Angeles, en Californie. Et vers les années 71, il a rencontré Srila Prabhupada, et cette rencontre a été décisive dans sa vie. Et comme il faisait des études en sciences, Srila Prabhupada, il a eu la bonne idée, de T.D. Singh ou Srila Bhakti Swarup Maharaj, de commencer, quand il a discuté avec lui, Srila Prabhupada, les promenades au bord de la mer, je veux dire en Californie, il a eu la très bonne idée de commencer à enregistrer. Donc souvent, il avait un gros magnétophone pour enregistrer chez la Prabhupada comme ça. Les enregistrements, c'est ça qui constitue le livre La vie et la vie, tout simplement. Et alors, la Prabhupada a été très... Alors, le docteur T.D. Singh, à l'époque, a passé sa thèse en chimie organique en 1974. Et le livre qui correspond à sa thèse, c'était le livre qu'on appelle en anglais The Scientific Basis of Krishna Consciousness, et qu'on a traduit en français, qui s'appelle Science et Conscience. Le livre Science et Conscience a été imprimé il y a quelques années, là. Un livre qui est très, très distribué dans le monde en français. Alors, en 1974, en août 1974, la Prabhupada et Swarup Damodar, Prabhu à l'époque, ont des discussions importantes à Vrindavan pour comment faire pour créer un institut, avoir des bâtiments, par exemple. Ils sont approchés un frère en Dieu de Srila Prabhupada qui s'appelle Bal Maharaj, et à Vrindavan, en face du Krishna Balaram Mandir. Ils ont proposé à Bal Maharaj s'il voulait de leur prêter un bâtiment, tout simplement, parce qu'il y avait déjà des bâtiments de développer. Bal Maharaj a dit oui, mais il n'a rien fait. Alors plus tard, c'est-à-dire comme disons, Swarup Damodar Prabhu, à l'époque, avait son doctorat en chimie organique. Après, il y a eu des discussions. La Prabhupada a demandé que les dévots qui avaient un doctorat en côté scientifique se rassemblent entre eux. Il y avait principalement 3 dévots. Il y avait, peut-être vous connaissez le nom, Adaputta Prabhu, qui, disons, lui-même est un mathématicien. Il y avait Madhava Prabhu, qui est un dévot qui est d'origine italienne, maintenant il est sannyasi. Et il y avait Swarup Damodar Prabhu, qui maintenant s'appelle Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, qui a été le premier, on pourrait dire, président responsable de l'Institut Bhaktivedanta. C'est pour ça qu'il y avait plus de discussions entre Srila Prabhupada et Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj qu'avec Sadhguru Prabhu ou Madhava Prabhu. Alors, petit à petit, les 3 dévots-là ont commencé à se réunir aux États-Unis. Comment structurer un institut? Qu'est-ce qu'on a besoin? Quelles sont les qualifications des dévots qualifiés? Alors, il y a eu ça. Et chez la Prabhupada, il a donné son inspiration, il a été donné un peu des idées, écouter les dévots, qui étaient vraiment des scientifiques, pour comment faire pour structurer l'Institut Bhaktivedanta. Et en 1976, la Bhakti Swarup Maharaj était aux États-Unis, mais il était supposé faire une présentation de l'Institut Bhaktivedanta au GBC à Mayapur. Mais malheureusement, il n'a pas pu y aller parce que, comme il n'est pas américain,
il attendait ce qu'on appelle la carte verte, green card, là, pour être résident américain. C'était plus important d'avoir la possibilité de résider aux États-Unis uniquement pour le côté scientifique. Alors, il est resté. Alors, il n'y a pas eu cette discussion. Il y a eu une présentation de fête, mais ça aurait été mieux s'il avait été présent. Alors, en 1977, c'est-à-dire une année après, à Bhubaneswar, en Orissa, pour l'installation du temple de Krishna Balaram Mandir, à Bhubaneswar, le temple de Govinda Swami, eh bien, il y a eu des discussions importantes entre Srila Prabhupada et Srila Bhaktiswarupa Maharaj pour donner encore, disons, comment faire pour structurer cet institut qui s'adresse aux grands scientifiques du monde entier. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de temps pour la préparation. Et ensuite, en 77, il ne faut pas oublier qu'en 77, c'est l'année où Srila Prabhupada a quitté cette planète, 14 novembre 77. Alors après Bhubaneswar, il y a eu un très grand programme organisé à Bombay, on appelle la Cross Maidan, disons, c'est un grand lieu où les dévots ont fait beaucoup de publicité et c'est le dernier grand programme organisé par Srila Prabhupada. Il y avait des milliers de gens, on dit plusieurs centaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers, pardon. Je crois que c'est 40 000 ou 50 000 personnes qui ont assisté à ces programmes et c'était sur une dizaine de jours. Et Srila Prabhupada, comme il était déjà un peu malade, à l'époque, fatigué, et un soir, il a demandé à Bhaktiswarupa Maharaj de présenter une forme de diapositive et de commenter les grandes lignes de l'origine de la vie. La vie vient de la vie. Alors, il a fait ça, et Srila Prabhupada était très, très, très content de pouvoir présenter les origines de la vie suivant la culture védique, suivant les Védas. Alors, certains livres ont été écrits, par exemple, après, bien sûr, il fallait faire des petits livres, après faire des livres pour présenter au monde scientifique. C'est ça que les livres, disons, du BI sont quelquefois un petit peu difficiles à lire parce qu'il y a beaucoup de termes scientifiques que généralement, on n'est pas très habitué nous-mêmes, à moins d'être spécialiste. Donc, par exemple, le livre écrit par Sariputta Prabhu, on a un livre qui s'appelle Information Theory, la théorie d'information, et Consciousness in Quantum Mechanics, c'est la conscience dans la mécanique quantique. C'est un mathématicien. Et puis, chez la Bhaktiswarupa Maharaj, il a écrit des livres comme Life and its Origin, la vie et son origine. Il a écrit également sur la chimie organique, là où il a eu son diplôme, pour la Société américaine de scientifiques. Il a écrit relativement beaucoup de livres, des petits livres, on appelle ça des dissertations. Alors ça, c'est un peu l'histoire. Et en 1977, en octobre 1977, c'est le 14, 15 et 16 octobre 1977, Srila Prabhupada était très malade à Vrindavan. Il avait été à Rishikesh, après il voulait revenir à Vrindavan pour quitter cette planète. Et Srila Prabhupada a demandé à Srila Bhaktiswarupa Maharaj de faire quelque chose. Il a demandé d'organiser quelque chose sur le thème de science et spiritualité. Alors, le congrès a été organisé à Vrindavan, 14, 15 et 16 octobre, expliquant les grandes lignes. C'était le premier congrès international sur le thème de la vie vient de la vie. C'était en 1977. Srila Prabhupada ne pouvait pas se déplacer, mais les dévots avaient mis le bus de Srila Prabhupada, disons dans la salle où il y avait les discussions, les conférences. Et tous les soirs, c'est-à-dire Bhaktiswarupa Maharaj, Sariputta Prabhu et Madhava Prabhu, ils venaient voir Srila Prabhupada en expliquant qu'est-ce qui s'était passé dans la journée. Et ils étaient souvent habillés en costume cravate, avec tilak et petite sika. Une grande sika, une petite.
Srila Prabhupada était très avide de pouvoir recevoir les informations, comment présenter les dévots, quels étaient les arguments des non-dévots, comment ça s'est fait. À vrai dire, si on lit les livres de Srila Prabhupada, il y a un livre qui s'appelle les Conversations de Srila Prabhupada. Il y a 37 volumes dans ce livre-là. Et en anglais, on n'a pas traduit en français. Il y a 2 grands thèmes que Srila Prabhupada parle. Il parle du point que nous sommes l'âme spirituelle différente du corps, et il parle de l'importance de détruire la philosophie athée des scientifiques en disant la vie vient de la matière, ou la théorie d'évolution de Darwin, le Big Bang. Alors, disons, c'est ce concept que Srila Prabhupada. Alors, il est l'acharya fondateur de l'Institut Bhaktivedanta. On ne peut pas dire exactement à quel moment a été construit, c'était sur plusieurs années, mais on peut dire qu'en 1974, c'était le grand départ aux États-Unis, après l'échec de Vrindavan. Et ensuite, les dévots ont reçu, certains dévots ont reçu la mission, on pourrait dire, de se concentrer sur l'Institut Bhaktivedanta, plus que sur l'ISKCON. C'est pour ça que les 2 instituts sont séparés. Le BBT est également séparé. Au niveau des finances, c'est indépendant. Les dirigeants sont tous des dévots, bien sûr, des dévots de l'ISKCON, on pourrait dire, mais ils ont des responsabilités suivant leur nature. Alors ça, c'est, disons, le petit rappel, ce qui se passe dans l'Institut Bhaktivedanta. Et puis, après 77, alors, Srila Prabhupada avait demandé, avant de quitter cette planète, que Srila Bhakti Swarup Maharaj soit le chairman, le président de l'Institut Bhaktivedanta. Et il a été le président jusqu'à le moment où il a quitté cette planète, c'était en 2006, à Calcutta. Et ensuite, il y a eu une certaine incertitude, doute. Et actuellement, on peut dire qu'il y a plusieurs branches du BI, mais il n'y a pas de, il n'y a pas un BI comment dire, qui résume un peu tout ça. Alors une fois, en 1993, moi j'étais justement à Auckland, à côté de San Francisco, pour le BI, pour l'Institut Bhaktivedanta. Je m'avais demandé d'aller là-bas. Et puis, je suis allé voir également l'autre BI qu'il y avait, qui se trouvait à San Diego, dans le sud de la Californie, avec Kadaputa, qui gérait ce BI-là. Et j'ai tout simplement demandé pourquoi il y a plusieurs BI, plusieurs branches, tout ça. La réponse en général, c'est que quand les scientifiques ils sont assez importants, ils aiment bien développer leur propre projet. Après, quelquefois, certains scientifiques sont spécialisés, comme Kadaputa dans les mathématiques, Bhakti Swarup dans le côté chimie organique. Alors, ça veut dire que ce n'est pas la même zone d'intérêt exactement. Pour ça, il y a des différences. Et comme on le sait tous, en général, dans le monde, on a beaucoup de diversité, mais quelquefois, il nous manque l'unité. Que ce soit, disons, la branche dans laquelle on est. Alors ça, c'est un des... Disons, c'est encore, le BI est tout simplement encore en train d'être une préparation, on pourrait dire, dans le sens que les idées védiques sont introduites dans les scientifiques. Alors, on a des scientifiques importants avec des grands congrès. On a des activités plus simples. Par exemple, il y a un BI qui prêche beaucoup pour les étudiants, en Inde. Les gens qui sont juste après, on pourrait dire, qui sont à l'université, les jeunes, ils ont présenté ce sujet-là. Voilà, ça, on pourrait dire en résumé une petite présentation du BI. Et puis, comme ici, il y a un dévot qui s'appelle Kalaro Papavu, du Togo et moi, on s'est rencontrés à Lomé il y a quelques années, là. Et tous les deux, on a assisté à des cours donnés en ligne par le BI de Calcutta. Dire, le BI où chez la Bhakti Swarup Maharaj, il était très actif. On va commencer par celui-là. Alors, on a assisté à plusieurs cours en ligne, des cours très bien faits, très bien organisés. C'était en anglais. Et puis, justement, j'ai pensé que c'était une bonne idée si Kalaro Papavu
vous faisait un petit compte rendu un peu de ces cours-là ou d'un cours. Quels sont les points qu'il a marqués qui pourraient nous inspirer nous-mêmes à connaître un peu comment fonctionne le BI. Tout d'abord, à tout Seigneur, tout honneur. Je rends grâce à Srila Prabhupada, Jam Vishnu Padaya, Krishna Prasad Bhuttare, Srimati Bhaktivedanta Swami Swami. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine, Vishesha Srimati Prasad Chacharine. Tout gloire aussi à Prabhu Devarishi. C'est grâce à lui que j'ai eu des informations des informations plus précises par rapport au BI. Depuis des années, j'ai toujours cherché à connaître Bhaktivedanta Institute, Bhaktivedanta Institute. Je savais que ça traite des questions de la science liées au Veda, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pourrait vraiment me parler de ça. Mais à part, par la grâce de Srila Prabhupada, j'ai rencontré Devarishi Prabhu. Et voilà, il m'a tiré sur cette voie-là. C'était très intéressant. Et j'ai toujours continué là-dessus parce que tous les projets que j'avais par rapport au côté scientifique des Védas, je les retrouve là-bas. Et il m'a présenté le BI, bon, je dirais le plus important. Parce qu'ils ont des tonnes d'informations et des travaux faits par chez Baptiste Charouk Damodara. On doit remarquer cela et c'est très vraiment important. Okay. On a suivi ensemble le cours sur les fondations, bien, les fondements de la science et de la spiritualité et aussi de la nature de la réalité. Les points importants pour moi par rapport au BI, on voit que le BI est en train de nous mettre à une position qui va nous permettre d'être en équilibre avec l'évolution de la science et aussi la pratique de la spiritualité. Et pour cela, les travaux du BI vont plus aider surtout ceux qui ont une inclinaison scientifique. Ça va beaucoup les aider à être très actifs, si cela est leur nature, mais aussi à la masse des gens de mieux s'orienter dans la vie aujourd'hui, puisque aujourd'hui, nous faisons tous généralement confiance à la science. Et c'est l'inclinaison aujourd'hui. C'est ce que la science dit, c'est ça que nous faisons. En Afrique, bon, c'est pas aussi trop fort, puisque nous, on s'attache beaucoup à la tradition et à la spiritualité. Mais en Europe, la vie de chaque jour, chaque instant, c'est la science. Et la science facilite la vie chaque jour, surtout au côté occidental. Donc, il est important que le dévot, qui est au contact de la science, qui croit plus à la science qu'aux choses spirituelles, bon, qu'il ne voit pas directement, il est important pour lui d'écouter un peu le BI, d'écouter les présentations du BI, de faire un peu le pas vers le BI pour pouvoir équilibrer sa vie entre la spiritualité et la vie moderne aujourd'hui que nous sommes en train de mener. Voilà. Quels sont les points les plus importants que nous avons appris durant les deux cours? Bon, je vais juste faire un résumé un peu plus superficiel sans aller au fond. Par la grâce de Krishna, il n'y a pas un scientifique ici, donc je vais épargner les termes. Je vais faire ça de façon moins rigoureuse. S'il y a un scientifique, je serai obligé de faire ça de façon rigoureuse pour qu'il puisse comprendre. Mais ici, bon, il y a les dévots ici, donc les dévots, ils comprennent très rapidement. Krishna leur donne l'intelligence nécessaire pour rapidement comprendre les choses. Voilà. Durant le cours de Foundation of Science and Spirituality, les fondements de la science et la spiritualité, le présentateur principal, qui est un disciple je pense un disciple de Sri Bhakti Damodara Swami, il s'appelle professeur Ram Gopal Upaluri. Donc, il est un scientifique, un ingénieur à Indian Institute of Technology. Donc, c'est un professeur d'université qui forme aussi les doctorants.
Donc, il nous a d'abord présenté les bases de la science et de la spiritualité, en commençant par l'épistémologie et l'ontologie. Donc, le dévot, si le dévot fait juste l'effort de comprendre ces deux termes par rapport à la science moderne et par rapport à la spiritualité, là, on a déjà une bonne base. Là, quand un scientifique vient, il nous parle, il fait de blablabla, bon, on peut le comprendre très rapidement, même si on ne connaît pas les mots, les termes qu'il utilise un par un, on peut se repérer en utilisant notre Bhagavad Gita et Shrimad Bhagavatam. L'épistémologie et l'ontologie. L'épistémologie, ça veut dire quoi? C'est la science moderne. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, en fait, la science moderne? Ça traite de quoi? Ça, l'épistémologie, pour être plus simple, pour ne pas utiliser trop le terme technique. Et l'ontologie montre quelles sont les démarches, les méthodes utilisées par la science. Et sans ces méthodes utilisées, ou bien sans ces moyens utilisés, on ne va pas l'appeler science. On va dire, bon, toi, tu n'es pas dans le, tu ne fais pas les démarches scientifiques. C'est ça l'ontologie. Et au niveau de la science, si on tient compte de l'ontologie, de l'épistémologie et de l'ontologie, on voit que tout part à partir de l'observation. Et d'abord, ça vient premièrement du fait que nous voulons résoudre nos problèmes. Le scientifique veut résoudre un problème. Maintenant, tout part de l'observation. Il observe et voit qu'il y a un problème à résoudre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va maintenant élaborer des hypothèses. Ah oui, ce problème est en train de se passer parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Il fait des hypothèses. Je suppose que, bon, ça, c'est, voilà un peu ce qui génère ça. Bon, je prends un exemple. Les gens sont en train de mourir à un moment de l'année. Voilà, on voit les gens qui toussent, ils ont la fièvre, et puis bon, ils meurent, on amène à l'hôpital, ils meurent, on est obligé de leur mettre de l'oxygène et tout, mais les gens meurent très rapidement. On questionne, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le scientifique, il observe, il fait des hypothèses. Ah, ça peut être une infection virale, une infection bactériologique, ou bien un empoisonnement. Voilà. Donc, le scientifique fait des hypothèses. Après l'hypothèse, il fait quoi? Il va aller vérifier maintenant au laboratoire par des expériences. Il va faire les prélèvements, on va mettre quelque chose dans la gorge, on va faire des prélèvements, ou bien dans le sang, on fait un prélèvement de sang, on va tester avec des matériaux chimiques, avec des appareils, tout. Donc ça, c'est l'expérimentation. Le scientifique va faire l'expérimentation. Et à partir de l'expérimentation maintenant, il va revenir réévaluer son hypothèse. On va voir. À base de l'expérience, peut-être il a vu que ça, c'est une bactérie ou bien un virus qu'on appelle peut-être Corona. Oui. Donc, il va revenir sur ces hypothèses et revérifier, voir, ouais, voilà, ça, c'est un virus qu'on appelle Corona. Et à base de ça, maintenant, il va encore faire des expériences pour vérifier à différents endroits. Voilà, c'est comme ça ils font. Et puis, ils vont faire sortir une théorie. Et voilà, nous sommes en 2019 et il y a un virus qui est en train d'attaquer les gens. Et nous allons nommer ce virus, par exemple, COVID-19. Voilà, la théorie est formulée. Et voilà, on commence par faire de la publicité et tout. Et la théorie, c'est qu'il y a attaque, le monde est en danger. On est attaqué par un certain virus qu'on appelle COVID-19. Voilà, et ça devient une théorie. Tout le monde le prend maintenant comme une vérité qui est transcrite maintenant en loi. La loi maintenant, la loi dit que, bon, voilà, si vous sortez sans cache-nez, vous promenez dans la nature où il y a le froid, où vous êtes en regroupement, vous êtes en contact avec quelqu'un, voilà, et vous allez contracter ce virus-là qui se dépose partout. Donc, lavez vos mains, prenez des cache-nez, ça c'est des solutions, mais qui sont constituées en loi. Voilà, ça c'est un exemple au niveau de, disons, au niveau de la biologie.
que je viens de faire. C'est comme ça, les procédés scientifiques évoluent. Maintenant, ces procédés-là, on appelle, si on prend le point de vue védantique, on va dire que ça, c'est procédé ascendant. On fait des tests. Ça, c'est ascendant. Mais les Védas, le Vedanta nous fait savoir que la bonne manière de détecter ou bien d'expérimenter une réalité ou bien de connaître une réalité, la meilleure façon, la meilleure méthode, c'est la méthode descendante. Donc, il y a une autorité qui connaît déjà le fait, qui connaît cette réalité et il vous transmet. Genre, normalement, au temps de Corona, bon, il y a un maître spirituel qui doit apparaître. On dit, voilà, ça, c'est un virus. Et faites attention à ça, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Ça, c'est un virus. Ne vous tracassez pas trop. Juste suivez ce principe-là et tu iras bien. Et là, tout le monde suit. Mais le scientifique, lui, n'approuve pas ça. Il dit, bon, et s'il arrivait que, puisque la méthode scientifique, toutes les méthodes sont à la base tirées se posent sur la philosophie. Donc, il y a toujours le fait de questionner, de remettre en question chaque fait, ou bien chaque expérience. Donc, le scientifique va dire, bon, s'il arrivait que le maître spirituel, là, le maître là, bon, s'il n'avait pas bien vu, et s'il mentait pour aller directement, ouais, alors il va avoir un problème. Donc, le scientifique n'a pas confiance à ça. Donc, il préfère faire des expériences. Et dans ça, il va utiliser la logique. Après l'observation, utiliser la logique et les différentes méthodes. Mais on voit toujours, même scientifiquement, on voit que ces méthodes aussi ont toujours des limites. Et en laboratoire, bien sûr, on voit que même en laboratoire, quand on fait des expériences, on calcule aussi les erreurs pour les machines, pour les substances chimiques utilisées. Donc, on voit qu'il n'y a pas de... c'est pas parfait. Et la science, parfois, utilise aussi une méthode qu'on appelle l'inférence. C'est basé sur la logique, l'inférence. L'inférence, c'est qu'on n'a pas vraiment testé les choses pour voir que, bon, ça, c'est Corona identifié. Bon, en regardant les choses, par l'observation et la logique, on déduit. Peut-être, je donne un exemple. On voit une personne qui est en train qui est en train de passer. Et puis voilà, on le voit danser, sourire, il rit, il danse, il saute. Quand on va le voir, directement, on dira que cette personne-là, elle est heureuse. C'est une personne joyeuse. Comment est-ce qu'on le sait? Est-ce que la science a un test comme ça? Non? Juste en regardant, on a vu l'effet, mais nous, on dit la personne est heureuse. Mais il peut arriver aussi qu'il y a juste quelqu'un qui est en train de jouer juste une pièce de théâtre sans qu'à l'intérieur, il n'est pas vraiment heureux. Peut-être qu'on l'a forcé même de faire ce cinéma. Donc, on voit que même la méthode d'inférence a ses limites. Mais c'est ce que la science utilise souvent. Vous voyez ça? Et voilà l'Institut Bhaktivedanta avec les travaux de Srila Bhakti Swarup Damodara, surtout suivant ce cours-là, ça nous montre directement les insuffisances dans la science. Et ils sont allés en profondeur. Moi, je donne juste quelques exemples. Mais ils ont touché même les recherches les plus récentes. Les recherches les plus récentes en matière de science. Surtout par rapport à la théorie générale de la relativité de Einstein et les progrès de la physique quantique aujourd'hui. Ils ont présenté même les récents recherches. Et chaque fois, on voit que le présentateur, professeur Ram Gopal Paroi, on voit que sur les bases des données que Srila Swarup Damodara a données, il relève à chaque temps
les insuffisances, quand bien même que la science est arrivée à ce niveau aujourd'hui, où on voit que bon, la science répond à tous les problèmes, mais juste avec quelques petites touches, on voit maintenant que la science est encore très en arrière. Et les questions, les données, données dans les Vedanta, révèlent toujours qu'ils sont toujours, ces données-là ont toujours leur place. C'est difficile de les faire, de les nettoyer. Et quand il refait sortir quelques points de la Bhagavad Gita, quelques propos que Krishna a donnés, on voit que le Vedanta a toujours des réponses. Mais maintenant, le problème, c'est que ces réponses ont des bases scientifiques, normalement, ont des bases scientifiques. Mais il faut des dévots qui sont vraiment investis sur ce point-là pour pouvoir nous les montrer, vraiment. Comme Srila Bhakti Swarup-Damodar, il a fait. Il a écrit beaucoup de choses. Et il faut que nous prions qu'il y a beaucoup de ces dévots-là que Krishna nous envoie pour nous aider aussi dans le futur. Ou bien que nous-mêmes, nous investissions plus pour apprendre dans ce domaine. Donc, cette façon de présenter la science, ce n'est pas juste une présentation scientifique, genre former les gens sur la science, mais la présentation est faite dans un contexte de la connaissance de la réalité. Donc, si nous abordons la science, nous devons l'aborder sur la perspective de la réalité. C'est comme ça le dévot, ou bien le dévot vu sur le plan scientifique, c'est comme ça il doit aborder les choses. On doit tenir compte de la réalité. On ne va pas juste faire la science juste pour la science. Non? On va voir la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Maintenant, connaissant, puisqu'il y a toujours des points ou bien des domaines que la science n'arrive pas toujours à mieux nous renseigner là-dessus. Et ce qui est plus connu, le point le plus connu par tout le monde, le sujet, c'est le sujet de la conscience. Si on prend le sujet de la conscience, jusqu'aujourd'hui, la science n'a pas une définition claire de la conscience. Oui. Si je me souviens de nos propos avec Devashi Prabhu, quand il avait assisté à une conférence à Rome, dans le cadre de l'Institut Bhaktivedanta, des actions de l'Institut Bhaktivedanta, il avait posé la question à un scientifique et le scientifique, par rapport à la conscience, de la définition de la conscience, le scientifique disait que jusqu'alors, pour être vraiment franc, il lui a demandé d'abord de couper le micro pour que ça sorte. Il dit, il n'y a pas encore une définition claire au niveau de la science par rapport à la conscience. Mais chaque scientifique sait qu'il a une conscience. Donc aujourd'hui, la science tente d'explorer le sujet de la conscience, mais en créant d'autres sciences qui naturellement font entorse à l'ontologie de la science originellement. Oui, parce qu'ils vont maintenant sur des bases où l'expérimentation qui faisait partie de l'ontologie n'est plus respectée rigoureusement. On peut voir ça aujourd'hui plus dans la physique quantique avec, bon, je suis obligé de donner cet exemple-là. Il y a un scientifique qui a beaucoup travaillé sur la physique quantique et a fait sortir une grande formule qui aide beaucoup aujourd'hui les autres scientifiques, Heisenberg. Donc, Einstein lui a envoyé une lettre et lui a demandé, bon, il doit normalement faire l'expérience de la théorie qu'il a avancée. Cette formule, cette loi-là est utilisée aujourd'hui, mais Heisenberg n'a pas fait une expérimentation. Il n'y a pas une expérimentation là-dessus. Donc, ça, ils disent paradigme shift. C'est un paradigme de changement.
Ils sont arrivés à un point où on ne doit plus suivre rigoureusement l'ontologie de façon originelle. Hein. Ils sont obligés maintenant de créer d'autres sciences. Il y a la psychanalyse, la psychologie, et puis bon, d'autres qui arrivent encore. Il y en a plein qui sont en cours même de création. Donc, voilà à peu près de façon résumée, je vous donne juste l'idée sur ce que fait l'Institut Bhaktivedanta et comment nous devons l'aborder. Nous devons voir l'Institut Bhaktivedanta. Nous ne devons pas voir l'Institut Bhaktivedanta ou bien ses actions comme séparées de la conscience de Krishna. Non. Nous devons comprendre que le but de toutes les sciences, comme Krishna l'a dit, Vedesta Maham Eva Vidyo, le but de tous les Védas, c'est de le connaître. Et c'est lui, Vedanta Krix, et c'est lui qui a écrit les Védas, le Vedanta. Et toutes les sciences, originalement, viennent du Vedanta. Donc, les dévots du BI, ils nous aident à mieux comprendre le monde actuel, mais en restant toujours conscient de Krishna et en évoluant sur au même moment évoluer sur le domaine de la spiritualité, en vivant notre vie avec la science moderne, avec les facilités que ça amène. Notons bien que la science moderne aussi nous permet de résoudre beaucoup de problèmes. Même on l'utilise aussi aujourd'hui pour aider le côté spirituel. Actuellement, nous sommes sur Zoom. Nous sommes en train d'être en France. Certains sont ailleurs. Mais avec Zoom, on est en train de se communiquer, de parler de Krishna. Voilà, ça, c'est des bons avantages de la science moderne. Et nous devons l'utiliser au côté spirituel. C'est pourquoi nous devons apprendre beaucoup avec les dévots de BI et pour organiser notre vie spirituelle. Aujourd'hui, pour moi personnellement, je vois que c'est le puzzle qui manque beaucoup pour l'organisation ISKCON aujourd'hui. Et s'il peut y avoir des dévots qui vont faire cet investissement-là et aider les autres, ça serait très bien. J'encourage tout le monde. Tout le monde peut ne pas aller apprendre les choses scientifiques. Nous n'avons pas les mêmes natures. Mais on peut juste s'informer sur certaines façons de faire qui sont liées à la science moderne. Par exemple, nous utilisons l'électricité. Avec l'électricité, nous avons allumé notre ordinateur. Nous faisons la cuisine avec l'électricité. Voilà. Mais est-ce que nous allumons aussi nos lampes? Mais est-ce que nous avons besoin de connaître comment l'électricité fonctionne avant d'utiliser l'électricité? Non. L'essentiel, c'est de bénéficier de ça. Mais il est important que certaines personnes puissent connaître comment l'électricité, ça marche, ou qu'en cas de panne, oui, on puisse les faire appel et ils viennent réparer. Nous, on continue d'utiliser très bonnement. On va profiter de ça. Donc, le dévot ne doit pas rejeter les prêches ou bien les formations du BI. Ils doivent les approcher et voir ce qui est important pour lui, ce que lui peut prendre pour utiliser suivant ses conditions. Voilà, il tire les bonnes parties du BI. Et d'autres personnes vont faire cette aventure-là, apprendre les théories, des quoi. Mais ils ne doivent pas oublier que le but, ça doit être Krishna. Atteindre le plus service de Krishna. Il ne doit pas juste rentrer dans les sciences, les théories, jusqu'à oublier Krishna. Non. Donc, l'Institut Bhaktivedanta est bien designé en ce sens. Moi, même au début, quand on avait commencé les cours, je pensais que bon, j'étais à des classes de physique quantique, de biologie. Mais au final, je me suis retrouvé dans la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, avec des versets de Krishna, Prabhupada. Je dis, mais les dévots là, ils sont trop malins. Au finish, quand vous suivez les Bhaktivedanta, vous commencez, vous avez l'impression d'être dans une classe de sciences. Et au finish, vous vous retrouvez avec la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. C'est ça qui est très intéressant. Donc, voilà quelques grands points. Nous ne devons pas oublier la réalité. Qu'est-ce qui est la réalité? Et pour le dévot directement, la réalité, c'est ce que Krishna nous a dit.
C'est ce qui est donné dans le Vedanta, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, les acharyas. Eux, ils nous disent ce qui est vrai. Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitra Midam Uttama. Cette science-là que Krishna nous a donnée, c'est le roi des connaissances. Et Pratyaksha Bhagavan Damyam. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir une perception directe du soi, une perception de la réalité. Pour le dévot, tout de suite, si nous avons la foi, nous nous accrochons à ça. Ça, c'est parfait. Maintenant, le scientifique, il va chercher à vouloir démontrer, mais après tout, quelles que soient les années qu'il va prendre pour démontrer, il va toujours revenir à la réalité. Mais le mieux, c'est de toujours s'accrocher à ce message du Vedanta qui donne la réalité. Maintenant, sur les bases scientifiques, on va beaucoup tourner, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, l'Institut Bhakti Vedanta va nous aider à juste considérer la réalité là, qui est donnée dans le Vedanta, mais maintenant avec quelques touches scientifiques, quelques démarches rigoureuses de la science, essayer de les vérifier, de les tester, et essayer de... Ça permet aussi de pouvoir mettre ces réalités-là à la disposition des autres, mais de façon pratique, de façon à appliquer. Se notons qu'il y a beaucoup de points dans le Vedanta, on l'écoute, c'est présenté premièrement sous forme philosophique, mais pour l'appliquer, il faut la touche d'un expert. Et c'est le rôle de l'Acharya, c'est ce qu'il est venu nous faire. La philosophie, il nous a appris comment appliquer ça. Et ça, c'est un grand scientifique. Et c'est ce que nous devons faire en suivant l'Institut Bhaktivedanta. Donc, comment, maintenant, de façon scientifique, amener cette philosophie-là, cette réalité-là, à amener ça à tout le monde et de façon accessible, amener ça, à présenter ça de façon accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse l'appliquer suivant, de façon subjective. Ça veut dire suivant sa nature et suivant son environnement. Voilà, il y a eu tellement de choses. C'est une formation de 3 mois, 2 fois 3 mois, ça fait 6 mois. Donc, il y a tellement de choses. Voilà ce que je peux présenter actuellement. Donc, je résume. Nous ne devons pas perdre de vue comment fonctionne la science, l'épistémologie et l'ontologie. Maintenant, la science, nous ne devons pas juste suivre la science pour l'amour de la science, parce que c'est très impressionnant, certaines démonstrations scientifiques. Mais nous devons le mettre dans le contexte de la réalité, de la réalité. Quelle est la réalité? Et les meilleures informations sur la réalité, ou bien l'information précise sur la réalité, c'est ce que nous donne le Vedanta. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Srila Prabhupada, les livres de Srila Prabhupada, ils donnent la réalité. Donc, la science que nous allons suivre, on est obligé, hein, c'est le conditionnement actuel. Même si on ne veut pas, on est obligé. Donc, nous devons l'appliquer dans le champ ou bien dans le domaine de la réalité. La réalité définie par l'Acharya et le Bhagavanta. Voilà. Et nous devons savoir que on n'est pas obligé de connaître tous les détails ou bien devenir soi-même scientifique pour bénéficier de ça. Juste avec l'association, normalement un dévot de Krishna qui connaît les bases, l'association avec les dévots scientifiques. Et bon, Prabhu, comment on fait ceci? Comment je peux appliquer ceci? Il te dit. Tout comme on utilise l'électricité pour allumer sa lampe, ou bien allumer son fourneau pour préparer. Bon, Prabhu, comment je vais préparer, comment je vais utiliser votre électricité? Voilà, branche ça ici. Et tu branches, tu profites de ça. Maintenant, si nous-mêmes avons cette tendance de vouloir beaucoup apprendre, parce que c'est subjectif. Tout le monde n'a pas cette nature.
On peut aussi faire le pas avec le BI, apprendre, aller en profondeur, trouver notre joie dedans. Voilà. Hare Krishna. Merci à tout le monde pour l'attention. Toute gloire à Srila Prabhupada. Merci beaucoup, Kelarupa Prabhu. Un bon résumé, ça me rappelle les souvenirs. C'est ça le point, c'est quand on est des dévots ensemble qui essayons d'approfondir, ou des aspirants dévots qui essaient d'approfondir, on découvre justement les doigts de Krishna, tout simplement. Et ça complète le côté, c'est important d'avoir la foi, on chante Hare Krishna, on essaie on suit les principes régulateurs avec la foi, mais quand on a une approche plus au niveau de la connaissance telle qu'elle est, eh bien, la vie spirituelle devient plus facile. C'est ma réalisation personnelle, ça devient plus facile. C'est pour ça que la plupart des congrès organisés par l'Institut Bhaktivedanta, on pourrait dire de Calcutta, la Bhakti Sarvabhauma Maharaj, ça tournait autour de la synthèse entre science et spiritualité. Et là, en 1990, il y a un grand congrès qui a eu lieu sur la conscience à San Francisco. Et après, c'était synthèse entre science et spiritualité. Moi, j'ai eu la grande chance de pouvoir participer au congrès de Calcutta en 1997, Salt Lake City, et de voir un grand nombre de scientifiques, comme le professeur Charles Townsend, celui qui a inventé le laser, et des grandes personnalités étaient là. Et j'ai pu constater que beaucoup de gens, quand ils sont très absorbés dans la science, des grands chercheurs, des personnes connues mondialement, bien beaucoup ont aussi la notion d'humilité. Par rapport à Dieu, on n'est pas grand-chose. Même si on peut créer, je veux dire, un appareil, un ordinateur, ou je veux dire, un grand bâtiment, je veux dire, même une soucoupe volante, je veux dire, mais c'est pas grand-chose par rapport au scientifique suprême qui est Krishna, qui lui crée des planètes simplement en expirant et en inspirant. Nous, on peut essayer d'expirer et d'inspirer, on ne va rien créer du tout. C'est, disons, la grande particularité de Krishna, qu'on appelle le scientifique suprême. Si vous voulez, maintenant, dans ce programme, j'ai conçu plusieurs choses. On va lire un livre qui s'appelle La vie vient de la vie. On va peut-être lire pendant 1 heure, 1 heure et demie, pour ceux qui ont le livre, vous pourrez écouter. Après, j'ai également, je penserai aujourd'hui ou demain, ça va dépendre un peu du temps, de l'inspiration, un enregistrement audio qu'a fait chez la Bhakti Sarvabhauma Maharaj en France, à Toulouse, il y a longtemps, et c'est traduit en français. C'est la bioéthique par rapport au problème de l'avortement, respecter la vie. Je pense que ça demain. Et puis également, comme j'ai mis dans le programme, des surprises. Je ne vous les dis pas maintenant.